Moi, je vais vous aider parce que je vais vous poser la première question. Parce que je ne sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs, dames, mais moi, je trouve que c'est un film quand même particulièrement abouti, qu'on voit que vous êtes impliqué vraiment à tous les niveaux. On le voit aussi dans le générique, je ne sais pas si vous avez fait attention, messieurs, dames, mais au niveau de la musique, c'est vraiment lui qui chante. Donc, comment on fait pour aborder tous ces sujets de front en même temps, comme ça, comme on l'imagine? Est-ce que vous avez l'imagination de tout en même temps ou tout vient petit à petit? Tout vient un peu petit à petit, mais je trouve qu'on traverse une période où l'imagination est finalement pas mal mis à mal. On fait beaucoup de livres inspirés de la vie de films inspirés de la vie et puis un peu le principe de l'autoroman, donc c'est toujours beaucoup par rapport à des objets existants. Et j'avais envie d'une histoire entièrement inventée comme on inventerait un roman, comme on créerait un roman, vraiment. Donc ça veut dire l'univers, les lieux, les décors, les noms, les prénoms, les histoires, les biographies de chacun. Voilà, donc je me suis vraiment beaucoup amusé longtemps dans ma petite caboche à imaginer ce monsieur, cette histoire. Et puis au tout départ, j'avais envie d'un objet de cinéma très très libre. Je sais pas pourquoi, mais j'étais très obsédé par ça. Non pas que dans mon précédent film, je ne l'étais pas, mais enfin, je répondais quand même, je répondais plus à des exigences plus habituelles, disons, d'une facture ou d'une manière de faire un film. Et je me rends compte que souvent, je répondais. Répondez, faites-lui un beau bisou. J'avais envie d'exploser peut-être un petit peu les codes sur la facture, sur la manière du film, sur sa forme. Donc ça, c'était vraiment une obsession. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, un documentaire de cinéma, il y en a eu des tellement beaux récemment, qu'on a pu voir dans nos salles en même temps que des films plus traditionnels. Tout à coup, cette forme-là m'a vraiment plu. Je me disais, tiens, avec cette forme, je peux faire quelque chose. Donc ça, c'était le point de départ. Puis après, Et après, par où on commence? Après, mon plaisir très égoïste d'acteur, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que je pourrais vous pipoter en dire je sais pas quoi, mais c'est pas vrai. Il y avait mon vrai... mon plaisir d'acteur, aussi plaisant que de faire Catherine et Liliane. Et voilà, j'adore créer et faire des personnages. C'est vraiment quelque chose que j'aime sur scène. Et au cinéma, le travail de portrait, j'adore ça. Donc je me disais, tiens, ce bonhomme commençait à naître tout doucement dans ma tête. Et puis après, cette histoire, finalement, il fallait que je mette une dramaturgie, que tout ça ait un lien, et que je puisse créer des enjeux dramatiques. Et donc je me suis dit, ce documentaire, pour qu'il ne soit pas gratuit, ça pouvait être lié à ce documentaliste qui en fait apprend cette histoire de paternité comme ça sur le tard d'un bonhomme dont il a priori passé la jeunesse à se moquer, en tout cas se moquer de sa mère, de se moquer de son style musical, voilà. J'ai un fauteuil qui part par là, et donc je vais faire ça comme ça, et je vais poser ce pied ici. Et donc je trouvais inspirant le lien que je pouvais commencer à coudre entre les deux. Et puis c'est un film sur le temps, vous l'avez vu, sur le passage, sur ce qu'on laisse, ce qui reste, ce qu'on fait de son temps de passage. Et puis c'est un film sur les a priori, sur qu'est-ce que c'est être ringard, qui est le ringard de qui, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire finalement quand on a été ce qu'il a été un temps, quand sa boîte de nuit c'était the place to be, voilà, et puis finalement plus personne s'en souvient vraiment. C'est des questions qui me touchaient, qui me travaillaient. Je trouvais chouette de pouvoir mettre ça dans une seule et même histoire. Et du coup, le documentaire permet quand même... Moi, je me rends compte que quand je suis aussi tanké sur une seule thématique, très vite, je suis un peu malheureux. Et quand je peux avoir une forme qui me permet un peu de chaos, une forme cadrée qui me permet un peu de chaos et d'aborder plein de notions, de nuances, de questionnements, pas un mono-questionnement, pas une mono-émotion, pas juste du rire, du drame, de l'affiliation,
mais un peu plein de choses qui ressemblent plus à une ode à la vie. Alors je suis content. En tout cas, c'est très réussi. Ah bah écoutez, merci. Merci les gars, merci les filles. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions? Juste là. Alors, d'accord. Merci. Bonsoir Alex Lutz. Merci beaucoup pour ce beau film. Il y a 2 ans, il me semble, vous avez fait un sketch pour les Molières avec un vieil acteur qui s'appelait Guy, qui aime bien la vodka et les donzelles. Hein. Oui. Et j'aimerais savoir... Vous le faites très bien. Oui, je suis confuse. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure... bon, déjà, je pense que ce personnage vous a un peu inspiré pour faire Guy le chanteur, mais pourquoi vous n'avez pas repris ce personnage d'acteur? J'y ai pensé, figurez-vous, à un moment donné, et je trouvais que c'était finalement assez excluant. Je trouve que ça fonctionne sur un sketch, ça fonctionne sur une petite cellule, mais je trouve que sur le film, j'avais envie de quelque chose qui prenne la main des spectateurs, le cœur des spectateurs, davantage, et je pense que la chanson populaire, la chanson que l'on a rencontrée dès qu'on allume la radio, de bonne ou de mauvaise humeur, elle est là, on l'entend que d'une oreille, mais on l'entend, qui a accompagné nos émissions de télévision du samedi soir. L'histoire de l'industrie du disque nous a quand même marqué au fer, tous, bien davantage quand même que nos métiers d'acteurs. Je dis pas que les acteurs sont pas dans le cœur des gens, c'est pas ce que je dis, mais la particularité d'un backstage d'acteur, ça peut vite faire ce qu'on appelle un film un peu boutique. Je vous donne un exemple des séances de répétition qu'auraient été des séances de répétition d'un Guy Jamais acteur. Aurait sans doute moins créerait moins un lien avec le public que les séances de répétition que vous avez pu voir là, où tout d'un coup, quand ça s'incarne en chanson et puis quand ça se répète, on voit, on comprend, les enjeux humains se sentent davantage. Nous, vous savez, notre métier d'acteur, quand on répète, vous avez vite l'impression d'être devant au-dessus d'un nid de coucou, quoi. Il y a quelque chose de très... C'est très particulier, la répétition d'acteurs, le backstage acteur, ça peut vite être un peu excluant. Et je trouvais qu'il y avait un risque à cela aussi, que je sors très souvent du sujet de mon film. Alors que ce lien public, musical, cette ritournelle qui nous prend le cœur, l'imaginaire assez facile qu'on peut avoir, c'est pas un imaginaire qui vous demande énormément, c'est-à-dire que vous acceptez le principe et puis ça très vite votre propre imaginaire peut travailler parce qu'on a tous allumé sa radio RFM en changeant le pneu de je ne sais quoi ou en faisant autre chose. Ça me semblait plus immédiat. Et il y a aussi c'est une phrase que m'a dite une amie actrice dont le mari est chanteur. Elle est toujours très admirative quand ils font des bœufs entre copains après un repas, quand tout d'un coup il y en a un qui sort une guitare et l'autre qui chante je ne sais quoi. Et elle m'a dit un jour, regarde, ça c'est magnifique, quand même, ça on ne l'a pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et elle me dit, mais moi je vais pas te dire du Brecht et tu vas pas me répondre du Beckett et puis l'autre va pas me répondre du Molière. Alors que si un bœuf musical, si Roger prend sa guitare, que Sébastien prend sa basse, même si moi je ne sais pas jouer et que vous ne savez pas jouer, si vous faites juste ça, vous êtes actif dans le bœuf. On est ensemble dans le bœuf. Et c'est vrai qu'il y a cette immédiateté, quand même, la musique là davantage. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un chanteur. J'avais plus à raconter là-dessus. Mais en fait, à la fin de votre sketch sur Guy l'acteur, il est extrêmement touchant, le personnage. C'est-à-dire que dans les 24 premières minutes, il est assez pathétique. Enfin, on rit de lui, mais à la fin, il est extrêmement émouvant. Est-ce que c'est une base de ce qu'il... Alors, tout à fait. En revanche, Guy pour les Molières et même un peu le cabarettiste que j'avais sur scène, qui est encore plus âgé, c'est un peu des maquettes, comme une obsession de peintre qui va faire des esquisses et des esquisses. Je ne dis pas que c'était pas des formules finies, mais c'était... Il y avait une envie avec ça. Il y avait une envie avec cette matière, avec ce type de personnage et des questions sur le temps, sur l'âge. Voilà, je les avais déjà un peu en moi, quoi, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je saute, je prends le train en marche parce que on parlait musique, bien sûr. Les musiques sont très belles, les chansons sont très belles. Bon, vous avez parlé musique, mais
Sébastien, lui, fait de la musique. Lui, il a un groupe. C'est du métal. Je ne suis pas sensible à ça, mais enfin, c'est quand même beau. Et donc, vous parliez musique, et moi, je voudrais rebondir là-dessus. Quelle belle, je sais pas, toutes les musiques sont bienvenues, sur les chansons, les textes sont beaux. Comment vous avez pu faire ça? Parce que c'est vous qui chantez, qui chantez toutes les chansons. Je voulais des chansons probables, je voulais des tubes probables, je voulais des tubes dont on puisse sourire avec émotion. Vous prenez le morceau qu'on fait avec Marina Hans, passionnément. Bon, ben, on rit de ses cheveux, on rit de sa coupe de cheveux, on rit de mon look, on rit un peu de la manière produite de cette chanson. Bon, mais il fallait pas en rigoler, en ricaner. Il fallait que ça soit probable, et il fallait qu'il y ait quelque chose un peu en nous, et je crois qu'on l'a tous, ça. Cette petite chanson qu'on n'aime pas complètement, mais qu'on aime quand même vachement, en fait, sans vraiment se l'avouer. Je vous donne un exemple, parce qu'on a tous la petite chanson, un peu qu'on dit ringarde, mais en fait, au fond, on adore. On adore le petit truc de Céline Dion, on ne veut pas le dire à ses potes. On adore le Bonnie Tyler, on se dit mince, c'était en 84, j'ai l'air con, je peux le dire à personne, mais j'adore. On a tous, alors chacun a son histoire, avec un morceau, une histoire, et ça m'a servi de là pour tout le film, ce sentiment un peu, et ça me servait de sentiment aussi pour Gauthier, qui devient notre sentiment de spectateur. C'est-à-dire, c'est facile quoi d'arriver un peu en faisant un peu de rouler des mécaniques, les grands experts, dans un monde de grande expertise, on est tous l'expert de quelqu'un d'autre. Et puis tout d'un coup, il y a sa petite corde sensible qui vibre, on ne sait même pas trop pourquoi, mais elle vibre. Et donc c'est avec cet esprit-là qu'il fallait créer les morceaux, des morceaux probables, des tubes probables, des tubes qui se sont vendus, des tubes qui ont fait chavirer les cœurs de plein de fans, qui ont pu faire danser, qui ont pu faire flirter. Mais il fallait pas être dans une démarche de moquerie. Et moi, ça m'est déjà arrivé tellement de fois d'aborder des choses avec un gros bagage de certitude, et puis en 3 refrains, de finir en eau, seul dans une voiture, parce que j'ai allumé la radio avec un début de morceau, je me dis oh là là, bon, et puis à la fin, c'est magnifique. Donc ça me racontait quelque chose, ce sentiment-là. Donc c'est avec ce refus du cynisme et ce refus du ricanement qu'il fallait que je crée la matière, qui était la matière artistique de Guy, en tout cas pour la rendre sincère. Puis après, il fallait que je crée, le ricanement de Gauthier, en tout cas sa façon de se blinder au début, et puis de fondre au fur et à mesure quand même, évidemment. Merci. Mais pour venir au casting, à part Elodie Boucher, bien sûr, Nicole Calfan, que l'on connaît tous, Dany, Julien Clerc, mais c'est génial d'avoir trouvé ça. C'est super alors. Parce que Dany, ça fait partie de notre enfance aussi, de mon enfance à moi. Dany, alors au départ j'avais proposé à Elodie Boucher, parce que quand je vous parlais de forme libre, au départ longtemps je voulais faire un film exactement dans le même type de facture que Guy, mais sur une boîte de nuit n'ayant jamais existé. D'ailleurs vous en avez une petite partie avec le Icare, mais longtemps j'ai voulu faire un film entier là-dessus. Et j'en avais parlé à Elodie Boucher déjà. Et puis quand de plus en plus mon idée s'incarnait autour d'un seul et même personnage, j'ai gardé Elodie dans mes bagages, et je savais que je trouverais un endroit, une relation. Bon. Et puis je voulais que cette femme soit la femme de sa vie, la femme qui quoi qu'il arrive, dès qu'il la voit, pour nous, elle a objectivement changé, mais pour lui, elle n'a pas bougé d'un iota, et sa flamme reste toujours aussi vive, sa colère reste toujours aussi vive, sa façon de refondre reste toujours aussi importante. Et un jour, à une soirée où j'étais avec Dany, tout d'un coup, je l'observais, je me disais, mais mince, ça colle. Je me suis souvenu de certaines photos de Dany jeune, je trouvais qu'il y avait cette moue, un peu, ce visage avec des pommettes assez saillantes, un peu anguleuses et tout. Je trouvais que ça collait, et que du coup, pouvait y avoir une filiation physique qui marchait très bien. Et puis, il y avait en plus le fait que, et Elodie l'a un peu moins, puisque c'est une actrice tout-terrain, mais je savais que quand on la verrait, même si je la transformais un peu, si on la voyait apparaître, Dany, même si elle joue Anne-Marie, Dany transporte quand même avec elle Dany. Donc elle transporte
elle transporte la nuit, elle transporte quelque chose de très iconique. Quelqu'un qui ne la connaît pas, s'il la voit apparaître dans une émission quelque part, se dit c'est une personnalité. Et elle a ce truc-là. On n'est même pas obligé de savoir ce qu'elle a glandé. Moi, la première fois que je l'ai vue, il y a 15 ans, quand je suis arrivé à Paris, quand je l'ai rencontrée, la première fois, je me souvenais pas très bien qu'est-ce qu'avait été sa carrière. J'avais quelques mots, mais je me disais quelle personnalité. Et donc, il y avait... voilà, ça mettait du poids sur ce que je voulais sur ce personnage. Donc ça, c'est vrai pour Dany. Et puis Julien Clerc, on a fait des sketchs avec lui de Catherine et Liliane, où elles étaient amoureuses de lui. Et il a tellement joué le jeu, alors qu'on se pendait à ses basques, à son piano, qu'on lui murmurait dans l'oreille. Enfin, il a retenu tant bien que mal ses fous rires. Il a été tellement sympa. Ça a été vite... voilà, quand il a dit oui, j'étais fou de joie, parce que je trouvais que ça collait bien. Et puis ça collait bien à cette séquence où tout d'un coup, cette chanson un peu désuète qu'on entend et qu'on voit un peu dans son jus au départ, tout d'un coup, elle prend un sens qui nous parle d'une histoire d'amour, plus que d'une histoire de chanson. Donc, merci à ce Julien Clerc. Alors, mesdames, messieurs. Oui. Ah, madame. Dans l'ordre. Oui, bonsoir Alex. Bonsoir. D'abord, un grand merci pour ce beau film. Et puis, ce qui m'a particulièrement touché, c'est les paroles de fin, où vous parlez, avec de très beaux mots, je trouve, de la perte de la mémoire et de l'image dans le temps. Oui. Je trouvais que c'était très très bien dit. Alors, c'est des choses qu'on a du mal à exprimer, mais qu'on ressent, je pense, beaucoup d'entre nous, en se disant qu'avec les générations, on oublie. oui. Et c'était très beau. Merci beaucoup, et c'est pas les miens. Alors, je suis très content que vous en parliez. C'est les mots de Annie Ernaux, avec un roman qui s'appelle Les Années, qui est un roman que j'ai découvert il y a quelques années. Il y a 3 ans, j'ai plus 2 ans, 3 ans que j'ai découvert ce roman comme ça. Bon. Et c'est un roman magnifique, c'est Les Années, donc c'est sa biographie personnelle de femme, où elle part de toute jeune fille jusqu'à tout récemment. Elle est prof de lettres. Et ce qui est très troublant dans ce livre, c'est que c'est une biographie personnelle, mais tout le livre devient notre biographie collective. Et ça m'a beaucoup hanté pour Guy, ce livre. Il était tout le temps un peu derrière moi, justement avec du dérisoire, comment avec du dérisoire ça vous parle de plein fouet de l'époque, ou de ce qui a été, ou de être et avoir été. Et voilà, et comme épilogue, je trouvais que ça marchait très bien, c'est l'épilogue de son livre. L'épilogue est plus long, mais voilà, c'est tout disparaîtra, de la bouche ouverte il ne sortira rien, ni je, ni moi. Je trouve que ces mots sont tellement radicaux, tellement indiscutables, tellement indiscutables. C'est comme j'ai coupé cette scène à un moment donné. Guy, il parle du passé, et puis il parle à nouveau de son fils, à Gauthier, et puis il dit ce qui est regrettable, c'est que c'est passé. Il le dit 3 fois, il dit c'est passé, tu peux faire ce que tu veux, c'est passé. Et quand les mots sont comme ça, aussi simples et radicaux, tout d'un coup, notre condition un peu, finalement, quand on y pense 2 minutes, un peu douloureuse, quoi, d'avoir ce bail, on dit, t'es né en 77 et tu meurs quand, tu verras. C'est quand même, c'est quand même un peu douloureux. Je trouvais que ça mettait, voilà, une petite patine aussi de mélancolie du personnage, et sans doute, je pense, celle qui nous est le plus, enfin celle que l'on partage le plus, au-delà de nos mésententes, et de voilà, ce fondamental-là, on l'a tous, et normalement, si tout va bien, il devrait nous réconcilier plutôt que de nous traiter de connards à un feu rouge, par exemple. Donc, et vous pouvez nous parler en 2 petits mots parce qu'un grand bravo pour le maquillage, nous parler un peu de la technique du maquillage, c'est bluffant. Alors, je le dois à un atelier qui s'appelle Spadacelli, qui est à Paris. Il y a 2 ateliers, et cet atelier est pour moi vraiment le meilleur. Enfin, l'autre, l'atelier 69, est formidable aussi, mais bon, Spada sont très très forts. En tout cas, je les ai choisis parce qu'ils ont eu une vision du film qui me plaisait beaucoup. C'est 4h30 de maquillage tous les jours. Enfin, 4h30, 5h, parce que je râlais beaucoup, donc de temps en temps, ils perdaient un peu de temps. Voilà, et puis c'est 16 prothèses. Alors, je peux vous montrer, bah oui, parce que là, il y a l'image. En fait, c'est pas un masque complet, c'est des morceaux. Alors, vous avez là une joue, bon bah 2 déjà,
Le tarin, le nez, c'est encore autre chose. Alors c'est presque rien, c'est 3 mm, le nez 2 mm de différence. Mais parce que le nez et les oreilles, ben, sachez-le, hein, c'est horrible, mais c'est le truc qui continue à grandir. Le dessus de bouche, alors le dessus de bouche, c'est pas une prothèse, c'est ce qu'on appelle un transfert. Donc c'est presque une prothèse, mais c'est fin comme du papier à cigarette, mais ça modifie légèrement. Ces transferts-là, je les ai sur chaque paupière aussi. Donc paupière, paupière, en dessous, en dessous. Un transfert prothèse sur le front. Bon, bah, vous avez vu, il y en a jusque là et puis jusqu'au plastron, un peu à l'arrière, les mains, etc. Donc c'est que des petits morceaux. Donc en fait, tous les matins, ils ont un catalogue de morceaux. Enfin, vraiment, ils tournent avec des aiguilles, quoi. Puis c'est des morceaux d'escalope, comme ça, bon. Et puis on vous les colle. Donc ça prend un temps inouï parce que, bon, c'est extrêmement précis. Eux, ils ont leurs endroits où ils savent exactement, et d'ailleurs c'est vraiment au micro-millimètre près, parce que vraiment quand ils se gouraient des fois, ben, c'était très rare, et ça se voyait tout de suite. Ils vous le collent, ces prothèses ou ces transferts sont pré-peints, donc ont déjà une couleur, une carnation, et une fois que vous dites c'est super, c'est fini, pas du tout. Il y a encore 2 heures de peinture au point par point, puisque vous voyez chaque tâche, voilà, est fait à la brosse, à la peinture à l'alcool, voilà, au point par point. Et là où ils ont été très très forts, et c'est en ça que je trouve que la réussite est totale, c'est que ils ne m'ont pas fait ce qu'on appelle un maquillage raccord. Un maquillage raccord, c'est-à-dire que vous êtes maquillé, je ne sais pas, de telle manière pour la scène de l'engueulade qui a lieu à 9h du matin, ben, après il y a l'obsession du maquillage raccord, donc il faut que vous soyez pareil pendant tout le truc. Et eux, bah, par exemple, l'engueulade du restaurant, j'avais une patine et une couleur particulière, et puis ils m'ont refait des petites modifications, une fois que mon fils était parti et que j'étais si abattu, et ils m'ont fait des petites modifications de couleur, mais parce que comme ça arrive dans la vie, si tout d'un coup je me mets à hurler de rage ou à être dans une crise de nerfs, bah, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais des plaques au cou, voilà, et donc tout ça ils l'ont respecté, donc c'est tout le temps là à me courir après avec des pinceaux pour pouvoir aussi modifier ces choses-là, ou amener plus de soleil, plus de fatigue, plus de forme aussi, parce qu'ils ont aussi créé, quand il est sur scène, c'est pas la même carnation, c'est une carnation où il a mis un peu de fond de teint et de machin. Donc ils ont fait un boulot extraordinaire, Geoffroy et Laetitia, voilà, que j'adore. Madame, alors. Bonsoir Alex. Bonsoir, je vous Merci. vois pas. Ah bah alors voilà. J'ai adoré le film. Je vais rendre le micro parce que c'était sur le maquillage. Ah, J'ai bah vraiment alors. bluffé et j'ai vraiment trouvé que c'était hallucinant. Alors sinon pour le retirer c'est du Bondoff. C'était juste pour que vous ayez aussi un élément de réponse. C'est une petite question. Je vais... Excusez-moi. Petite question par rapport au lieu de tournage en Provence. Oui. Donc, il me semble que vous avez des attaches en région centre, et vous aimez bien la région. Oui. Et quel est le choix de l'habitation en Provence? Alors, il y a du Loiret aussi dans le film. Il y a du Paris, il y a du Cannes, et il y a de la Provence verte où j'ai ma maison. D'ailleurs, c'est ma maison, donc voilà, il n'y a pas de... Et en fait, quand j'ai pris cette maison à l'époque, j'étais en création du film et puis je m'y sentais assez bien. Enfin, je me disais, mais ça colle. Surtout que moi, je n'y avais pas fait. On avait refusé d'y faire des tonnes de travaux. C'était une maison replie, voilà, dans cette région. Et on trouvait assez sympa de la laisser quasiment dans son jus. C'est-à-dire que le décorateur a fait un boulot superbe. Il a fait des adjonctions, il a arrangé des choses sur la piscine, il a fait des choses, mais c'était un peu une maison entre guillemets de papy-mamie. Et je voulais pas tomber dans le piège de la vedette qui aurait une maison à piscine débordante. Je voulais que voilà qu'elle ait pu sentir un peu l'argent ou l'investissement de 77, mais pas l'argent de l'agrandissement, puisque la vie de Guy a été émaillée de réussite et d'échecs, quoi. Donc je trouvais que cette maison pouvait évoquer ça. Et puis je l'ai juste fait repeindre en blanc parce que je me disais, j'imaginais bien que cette Sophie, avec qui il partage sa vie depuis 15 ans, a bien dû, au bout de 7 ans de vie commune, obtenir que les murs soient blancs, par exemple.
et c'est tout. Donc le décorateur a aussi fait une décoration de bonhomme, et je trouve qu'il a été très fort là-dessus. On voit que cette maison a sans doute dû être une caverne d'une espèce de séducteur un peu célibataire, et que cette femme est arrivée un peu plus tard dans sa vie et a remis un coup de vent et un coup de frais. Donc voilà, et je trouvais que ça marchait bien. Au départ, je l'avais évidemment caricaturalement imaginé pile à la Côte d'Azur, machin. Puis je me disais, il faut être plus subtil que ça quand même. Donc voilà, comment ça s'est fait. Bon, alors juste pour terminer, moi c'est très drôle de vous voir ce soir parce que je vous ai vu il y a peut-être 15 ans à Paris, ça devait être au point virgule. Vous n'étiez pas du tout connu. Et j'étais avec des amis et on s'est dit, tiens, on verra si plus tard on entend parler d'Alex Lutz. Ben voilà. Non, mais belle carrière. Hein. Ah bah écoutez, je touche du bois. Ouais. Madame, maintenant, parce que ça fait 40 fois qu'elle essaie. Je vous félicite pour votre prestation et pour la densité du personnage. Et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement qu'on sente parce qu'on est un peu l'œil aussi. Gauthier, c'est aussi nous qui voyons. Oui. Et donc, on ressent peu à peu cette humanité, comme vous le disiez, alors qu'au départ, c'est vrai qu'on a un regard plus critique. Et autre chose par rapport au maquillage, est-ce que ça a joué aussi sur la prononciation du personnage? Non, je voulais pas, justement. D'accord. J'avais vraiment demandé à ce que le maquillage, le moins possible, me soit contraignant au jeu. D'accord. Je voulais que le jeu puisse exploser le latex et qu'on soit pas sur un truc de se dire tiens c'est bien fait pendant 1h40, sinon c'est loupé quoi. Et effectivement vous me faites plaisir en disant que votre regard et celui de Gauthier se superposent, se substituent. J'utilise à chaque fois que je fais la rencontre avec le public l'exemple que m'a cité ma femme qui est là ce soir, mais qui aime beaucoup le film, et en le voyant, elle m'a dit deux, trois fois des phrases qui sont clés, même pour ma propre compréhension du film et l'accompagnement que je peux avoir pour le présenter aux gens. Elle me disait que la scène de dispute après le Drucker, quand il se cabre, elle me disait finalement, il n'engueule pas Gauthier, il nous engueule. Et je trouve que c'est très juste. Et je trouve que c'est vraiment le là pour l'ensemble du regard de Gauthier. C'est un peu, voilà, curieusement, c'est un regard très fédérateur de tout un public en salle. Et j'ai une autre personne qui m'a dit que le film était un film spectacle vivant. Et je trouvais ça très juste aussi. C'est-à-dire que vous êtes finalement très actif dans le film aussi. Vous êtes... L'histoire de la filiation n'est pas résolue, il y a ce galop à la fin, où vous faites votre film, où vous faites votre propre écriture. Il y a plein de moments où vous pouvez vous faire votre propre écriture et votre propre cerveau associé à celui de Gauthier. Et c'est notamment venu du processus de caméra, parce qu'on a fait plusieurs essais. Faut-il parler dans l'œil de la caméra, comme le monsieur qui me filme là, ou juste à côté, si on estime que Gauthier est a priori à côté de sa caméra. Et très vite, on s'est dit non, le naturel voudrait qu'on fasse comme ça et que vous me parliez là. Mais on s'est dit, il faut être dans l'œil, il faut être dans l'œil, il faut être dans l'œil, il faut être dans ce œilleton tout le temps. Et vu le nombre de plans serrés, le nombre de plans serrés, ça permet de choper plein de choses, quoi. Et d'être vraiment avec lui, quoi. Il vous regarde dans les yeux. Vraiment un très beau film. Merci. Bonsoir. Monsieur. Alors moi je voulais juste dire quelques mots en fait parce qu'on a le même âge un an près. Et je me suis posé la question, parce que moi je me pose des questions sûrement dues à l'âge, sur le temps qui passe, qu'est-ce qu'il y a derrière nous, qu'est-ce qu'il y a devant nous, etc. Et je me suis posé la question de savoir si tu avais ressenti la même chose sur les années, ces années un peu charnières de la quarantaine. Et aussi, j'ai l'impression que c'est aussi un film qui a des repères. Il y a une photo à un moment de Jean Rochefort, voilà, le Guy. Moi j'ai trouvé que ça faisait, enfin après c'est positif ou négatif, etc. Mais très peu d'os. Il y a aussi beaucoup de choses, je trouve, qui passent. Pas par rapport à Guy, mais
en tout cas, même avec Nicolas. Et je trouve que c'est des moments charnières où les Champs-Élysées, les choses comme ça qui nous parlent sur ces musiques, etc. Les petites musiques qu'on a en nous, dont on parlait, avec comme ma préférence de Julien Clerc, des choses comme ça qui sont des musiques qui reviennent en fait dans notre vie comme ça. Oui, alors il y a plein de questions dans votre question, mais c'est oui, forcément, je pense que j'aurais pas pu faire ce film il y a 15 ans, quoi, c'est sûr. Forcément, les bleus à l'âme que représente le temps se ressentent davantage, en tout cas avec de moins en moins encore une fois, moins de ricanement, moins de vannes, moins de cynisme, plus de sérieux, plus de peur aussi, plus de doute, plus d'inquiétude, plus de sensations définitives sur certaines choses où on se dit, oui, ça c'est fait, quand il dit c'est pas une copie qu'on corrige, oui, voilà, on est aussi dans un âge, je suis nécessairement dans un âge où je commence à en prendre conscience. C'est aussi forcément un âge où je commence à prendre conscience c'est un très bateau de dire ça, mais de ce dont je dois le prendre le plus soin, et voilà. Après, en ce qui concerne les références, moi, Rochefort, c'était important qu'il soit là, le clin d'œil équestre, évidemment, et de l'acteur immense que c'est, et puis voilà, en plus il est décédé en plein montage, donc je peux vous dire que quand on faisait les points de montage et que cette photo apparaissait, on n'emmenait pas large, on était même plusieurs dans la salle de montage à avoir les larmes qui montaient, voilà, parce que voilà bien tout d'un coup l'incarnation à l'intérieur d'un film que vous êtes en train de faire, d'un hommage que vous me mettez qui devient un hommage funéraire, quoi. Bon bref. Et après pour les références, il n'y en a pas vraiment. Il y a les références que vous voulez bien, chacun vous créez, donc ça peut être Hervé Villard, ça peut être Belmondo, ça peut être Delpech, ça peut être Guy Bedos, effectivement, ça peut être et en fait vous le rattachez très justement à des petites chansons, des petites mélodies ou des petites émissions. Et en fait, pour construire le film, je me suis beaucoup plus centré sur des époques, des périodes, des manières de faire du musical, des manières de produire du musical et de la musique la musique de l'industrie du disque, que des personnalités en particulier. Parce que si je m'inspirais de personnalités en particulier, ça m'aurait fait une espèce de multi-biopic loupé et bizarre. Si je m'inspirais d'un seul personnage, ça aurait fait pas un biopic, mais pareil, un truc un peu... Et donc j'étais obligé de vraiment m'obliger à imaginer, inventer. Alors forcément se convoquent des fantômes, des inspirations, même dans les Scopitones, il y a objectivement un hommage à un Scopitone de Herbert Léonard, il y a un hommage à un Scopitone de Claude François, que je n'épargne pas, donc c'était bien la moindre des choses. Il y a des hommages à la motricité de Sardou, il y a des hommages à la motricité de... Et acteur que je trouve qui est le meilleur ami d'Arditi, et Bernard Murat. Le film est dédié à nos pères au sens large. Voilà des pères artistiques pour moi qui sont très importants, qui me font mourir de rire, de mauvaise foi, de lenteur dans l'éloge, de j'ai 80 ans, de je trouve pas mes affaires. Et dès qu'il y a une actrice un peu sympa, hop, ça a 22 ans, ça pérore, que ça a des plumes partout, et je les trouve mignons à bouffer, et évidemment que ça m'inspire. Mais je me suis pas servi je me suis servi de l'humeur que ça me provoquait pour construire mon bonhomme, quoi. C'est beaucoup de nostalgie, en fait. C'est des personnages. Alors on peut l'exprimer comme ça. Après, moi, je ne le ressens pas comme ça parce que j'ai une définition très particulière de la nostalgie, mais qui est peut-être pas la vôtre. Donc, j'en sais rien. On me l'a beaucoup dit, la nostalgie. Moi, je me méfie de la nostalgie quand elle est regrettante. Et j'ai pas la nostalgie regrettante du tout. J'ai pas du tout la nostalgie de c'était mieux avant. J'ai la nostalgie de prendre du plaisir à redécouvrir un livre d'images. Mais par contre, je trouve que chaque époque a son lot d'absurdités débiles, de trucs super voilà. Donc j'ai pas un regard derrière l'épaule attristé ou suradmiratif. Par contre, j'adore me retourner derrière pour mieux comprendre paradoxalement mon présent et peut-être mon futur, et plus que de la
Voilà, c'est peut-être plus une forme de mélancolie artistique, je précise, parce que si elle est psychanalytique, il faut prendre des médicaments et je n'en suis pas là. Mais en tout cas, artistique, oui. Romantique, même. Je vais m'arrêter là, et jolie moustache. Elle est belle, hein? Et ça gratte. Madame? Est-ce que quand on est acteur, on a plus la notion du temps qui passe? Non, je crois pas. On se voit vieillir, hein, forcément. Il y a quand même des rôles de répertoire où vous dites, tiens, c'est pas pour moi, ou plus pour moi. Donc forcément, à part ça, mais sinon, non, je dirais pas plus qu'une aide-soignante, un comptable ou je ne sais qui. Enfin, en ça, on n'est pas des espèces de créatures qui tout à coup. Après, c'est sûr qu'on travaille sur le sensible. Notre métier d'artiste, c'est quand même de laisser ouvert notre sensible le plus possible pour créer. Donc, nos affres on ressent quand même, voilà. Si on se décide à ressentir le temps, on ressent le temps. Si on ressent la joie, on ressent la joie. Enfin, je veux dire, voilà, notre travail, c'est de rester ouvert au ressenti. Donc forcément, on ressent fort, mais je ne pense pas qu'on ressente plus. On exprime plus, mais c'est notre boulot. Ah, tout là-haut, en haut de la colline. Alors, en combien de temps j'ai tourné le film? C'est pas la peine, je vais faire à chaque fois les reformulations. Non, mais parce que parfois, ça fait la question, et la réponse. Alors, en combien de temps j'ai tourné le film? 10 semaines. J'ai fait 9 semaines, 8-9 semaines en continu, et il y avait une semaine isolée pendant le festival de Cannes. Il y a très peu d'images d'ailleurs qui restent. C'est dans le prologue dans l'épilogue dont vous parliez, quand il regarde la mer au lointain, ou quand il répond quand il dit c'est comme un vase qui est cassé. Avec les bateaux derrière, donc voilà. Mais il y avait beaucoup plus de scènes à Cannes, il y avait des belles scènes. D'ailleurs, on a un nombre de scènes coupées. Je voudrais faire un deuxième film, je pourrais vraiment, parce qu'on avait 11 heures de rush, on a tellement tourné, c'était vraiment super, mais il fallait tenir l'histoire qu'on avait écrite et ce qu'on voulait raconter. Mais cette semaine de Cannes était la première semaine de tournage, 2 semaines ou 3 semaines avant le gros rush. Et elle était une semaine qui servait le film et qui en même temps nous permettait de maqueter des choses, d'essayer des principes de caméra, des procédés de dialogue, de relations avec Gauthier. C'était un peu une semaine maquette dont on a tiré des choses. Hein. Mais voilà, c'était un peu une semaine d'entraînement, quoi, j'allais dire. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. J'avais une question sur... je suis surpris d'être le premier à poser la question. On voit toute la maturité du personnage qui a cet âge et l'acuité, la puissance. Et partant de là, je me souviens de 2 séquences où Guy Jammet porte un regard face caméra et il y a un silence. Et à ces 2 moments, on se dit, mais est-ce qu'il a compris que le jeune homme qui est en train de filmer, c'est son fils? Il y a vraiment 2 moments très marquants, sans qu'il y ait un mot. Et je voulais savoir quel était, est-ce que vous avez eu une intention là-dessus? Est-ce que vous avez eu un parti pris? Et ensuite, est-ce que vous avez semé des indices dans le film? Alors, non, j'ai un parti pris et j'ai ma réponse. Vous aimeriez bien la voir, bien, débrouillez-vous. Mais non, justement, j'ai pas trop fait chercher Charlie. En tout cas, le but n'était pas de le faire. Ça m'amusait de le savoir, moi, et de ne pas le livrer, toujours dans cette démarche du spectateur actif. Moi, j'aime bien me dire... mes spectateurs, mon public, c'est des premiers de la classe, tous, et ils ont tous 20 au début, et j'espère qu'ils ont 20 à la fin et qu'ils se débrouillent. J'aime pas le côté tu as bien compris que c'est là que machin. Donc,
je fais confiance aux gens et je fais confiance surtout à leur imaginaire, à leur capacité d'imaginaire. Si chacun raconte ici un cauchemar qu'il a fait la nuit dernière, on peut tous se dire putain, on est tous des Stephen King, quoi. Enfin, on est tous quand même vachement capables de choses avec notre cerveau. Donc chacun peut vraiment se faire ce qu'il veut comme histoire par rapport à ça. Mais moi, j'avais besoin pour moi et pour mon jeu de créer des moments pivots, des moments charnières, où effectivement le personnage s'interroge davantage et tout doucement se dit... et cette présence l'intrigue. Cette présence l'intrigue pour plusieurs raisons. Déjà, cette présence l'intrigue parce que malgré le fait de vouloir arrêter, ou de se fermer un petit peu, ou de montrer quand même, parce que Gauthier a quand même un peu raison, il montre un peu sa propre caricature, malgré tout, il s'en décrotte pas. Alors qu'on voit bien que c'est un personnage qui, a priori, quand tout d'un coup il suffit de donner les lunettes à son attaché de presse et qu'elle n'existe plus, elle n'existe plus. C'est quand même, il a ça aussi, Guy, de dire au revoir, et hop. Et malgré tout, bon ben, cette espèce de tic accroché à son mollet, il ne la retire pas complètement, alors qu'il pourrait. Et après, effectivement, il y a des endroits où la question se pose. Alors, je ne sais pas où vous vous êtes posé la question. C'est intéressant que... je me souviens qu'il était attablé et il y a vraiment ce silence, ces quelques secondes. Oui, silence, en fait, c'est effectivement par ces moments-là où on comprend qu'il y a quelque chose d'intriguant, qu'il est intrigué par le personnage. Après, moi, je sais très précisément à quelle séquence je me suis, moi, fait le film d'une compréhension plus importante, qui n'était peut-être pas l'intention, qui n'était peut-être pas la compréhension d'un fils ou d'une filiation, mais en tout cas d'un lien où il comprend que ce lien n'est pas simplement celui d'un journaliste. Et évidemment, nous avons à la fin cette tentative de bonhomme qui se parle sans se parler, avec ses tatours, bon, où là on se dit, sinon qu'il a compris que bon, voilà, que si ce jeune homme a quelque chose à lui dire, il est le bienvenu. Et maintenant, vu que c'est l'avant-première, moi je veux bien vous le dire, après tout, pour moi, dans ce que je me suis créé, c'est la scène du TUC, dans le train, parce qu'on pourrait se dire c'est avant, on pourrait se dire oui j'ai un fils, ça ne vous plaît pas. Il y a plein de moments effectivement qui ont l'air plus élytreuillés et clignotants, mais c'est dans cette scène peut-être un peu plus subtile sur une phrase en particulier quand il lui dit pourquoi toi tu me filmes, pourquoi toi tu me filmes, parce que ça m'intéresse. C'est le long silence de Guy qui tout d'un coup baisse les armes parce que comprend qu'il y a autre chose qui se joue chez ce garçon qui, quand il dit parce que ça m'intéresse, est lui-même presque désarmé à la gorge. Et donc dit, très bien, alors je tâcherai d'être intéressant, mais tu n'es pas les autres. Et quand il dit tu n'es pas les autres, c'est quand même une manière de dire, alors ok, allez, on va le faire le face-to-face, on va le faire le chemin. Il comprend quelque chose. Mais vu que Guy est un personnage d'instinct, c'est un lion, hein, Guy, c'est un lion avec une canine cassée et un ongle qui est resté dans un arbre, mais enfin, c'est quand même un lion qui malgré les clopes, la dope, etc., a encore de l'odorat, quoi. Donc il n'a pas forcément les mots, c'est pas une intelligence universitaire, c'est une intelligence d'expérience, de loupé, de trébuchement, et donc il a appris à développer ce flair-là et à se dire, là il se passe quelque chose qui n'est... Voilà, donc c'est là qu'il comprend quelque chose. Dans mon esprit, mais ça peut être autre chose pour vous. Enfin, là, je l'ai spoilé. Et lors de la scène de la balade à cheval, où quand il prend la caméra, oui. Et quand il laisse partir le jeune caméraman, oui. Bon, là aussi, ça... Là, disons que c'était une portée purement symbolique. Je trouvais que c'était plus pour nous, spectateurs, d'avoir tout d'un coup quelque chose qui est vraiment symbolique. Je vois mon petit garçon là en haut à qui je fais un gros bisou. En ce moment, il nous demande de temps en temps d'aller à l'école en vélo. Bon, pour moi, papa, je suis comme ça, évidemment. Mais bon, bah, ce galop-là, il faut bien le laisser faire, quoi. Et c'était important que je voulais que la filiation, malgré tout, malgré les mots, malgré la non-révélation du secret, je voulais qu'elle se crée, cette filiation. Et je voulais donc une image symbolique qui l'illustre. Merci. Merci. Bien.
Encore une dernière? Allez, madame. Allez-y. Vous nous avez dit qu'il y avait une vue d'Orléans. Moi, je n'ai pas reconnu Orléans. J'ai dit du Loiret. Oui, mais où alors? C'est pas tout le Loiret d'ailleurs, c'est toutes les scènes qui sont faites avec la mère de Gauthier. Toutes les scènes que l'on voit sont tournées ici, sont tournées dans une maison dans le Loiret. Il y a la nature, et il y a plein de passages. Vous savez, des passages de caméra de train. Il y a plein de paysages de train qui sont des paysages du coin. Parce que justement, j'avais un mélange des différences de ciel que je trouvais vachement intéressantes et de paysages et que j'ai placé. Voilà. Mais il n'y a pas la cathédrale d'Orléans. Non. Autre chose, quand vous regardez le personnage, est-ce que vous vous reconnaissez? Oui, oui et non, parce que dans ce personnage, pour le faire le plus sincèrement du monde, je ne peux pas être que le physiquement. Physiquement. Est-ce que vous voyez, oui, bah oui. Vous Bien sûr que je me reconnais un peu. Je reconnais mon regard un petit peu. Enfin, je me dis que si ça tourne comme ça va. Madame, vous voyez en vous un peu de Belmondo. Ah, peut-être, mais non, parce que je lui ai inventé, là aussi on parlait il a une coquetterie comme ça, parce que je lui ai inventé un petit accident vasculaire il y a 2 ans qui l'empêche d'avoir totalement la souplesse au piano, et bon voilà, ça crée de la coquetterie pour le personnage, qui a été un tombeur invétéré, et qui du coup, sans doute doit avoir très peur de sa commissure de lèvres et tout ça. Et non, bah oui, je me reconnais un peu quand même. Bon. Voilà. Bien, eh bien écoutez, je crois que... Bon, ça vous a plu? On va sortir. Alors, si ça vous a plu, vous en parlez chacun à 900 personnes de votre entourage, par mail ou par texto, pour le 29. Mais avant que vous nous quittiez, bien sûr, je voulais vous remercier de vous avoir offert cette très belle soirée. Merci. D'abord, ce beau film, cette belle présentation, ce beau débat de haut niveau, quelque part. Et pour vous remercier, Sébastien. On a un petit cadeau. Oh, oui, il est là. C'est la ville des cadeaux, en fait. J'en ai déjà eu tout à l'heure, j'ai des chocolats. Oui, on peut se l'arrêter. Oui, effectivement, il y a eu les chocolats. Et puis je voudrais qu'on appelle Sébastien. On va appeler Clémence. Alors Clémence, qui est Clémence? Clémence, c'est la personne qui qui travaille pour Apollo Film, qui est la société qui va distribuer le film à partir du 29 août dans toutes les salles. Et qu'on peut applaudir parce que c'est une toute nouvelle société de distribution. Et ils ont un catalogue magnifique, ils accompagnent les films merveilleusement. Et voilà, et elle en fait partie. Et c'est une boîte dont je suis hyper fier et heureux d'être avec eux. Donc Apollo Film, retenez ce nom. Et Clémence y jointe. Voilà. Encore un grand merci, messieurs dames, d'être venus ce soir aussi nombreux. On vous souhaite de passer un... Sauf si vous avez envie de faire une photo. Alex, vous vous mettez ici. Qui c'est qui prend la photo? Allez, Sébastien.